One, two, three, four, no. Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Parfois, changer complètement de vie, ça tient pas forcément à grand-chose. Parfois, un petit « et si ?» eh bien ça suffit. Pour Faustine, ça a été « et si on prenait un chien husky ? Et pourquoi pas 2 ou 3 ? Et si on partait avec eux au Canada ? Et finalement, sans crier gare, et si on allait s'installer en Laponie ? La Laponie, Faustine n'y avait jamais mis les pieds, mais elle sentait que le Grand Nord l'appelait et que ses chiens auraient sans doute envie de tirer des traîneaux. Alors avec son mari Emeric, sa sœur et son beau-frère, ils ont réfléchi un peu, mais pas trop quand même, et ils se sont lancés dans ce projet totalement dingue, mais tout à leur image, s'installer en Laponie suédoise et y ouvrir des lodges pour accueillir des touristes. Bah oui, après tout, pourquoi pas ? Quelques années plus tard, Faustine vit aujourd'hui un rêve éveillé au pays du Père Noël. Elle élève ses enfants dans un cadre idyllique au milieu de la nature et des chiens de traîneau. Elle fait des rencontres extraordinaires grâce à son activité et elle vit le pur bonheur en famille. Mais vivre son rêve ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et Faustine a dû malheureusement traverser une longue dépression du postpartum, une période de très grande solitude et une précarité éprouvante avant de retrouver le sourire et la lumière qui, vous le savez, n'est déjà pas très présente dans le Grand Nord. Dans cet épisode, elle revient sur ces moments douloureux, mais surtout, elle raconte les étapes de cette aventure complètement folle, imaginée et montée en famille. Faustine vous racontera évidemment la naissance de son petit garçon en France, puis l'accouchement absolument merveilleux pour sa fille, hors du temps, à la suédoise, et elle vous embarquera avec elle en balade dans des paysages remplis de neige avec ses chiens adorés, son fils déjà hyper autonome sur son petit traîneau, et sa fille qui dort dans une poussette montée sur des skis par moins 37 degrés, bien emmitouflée dans des couches et des couches de laine bien chaudes. Un épisode bien frais donc, mais qui fait incroyablement chaud au cœur. La Laponie est à Paris. Bonjour Faustine. Bonjour Clémentine. Merci d'être là avec tes petites friandises douces de Suède. Ouais. Comment tu les appelles ? Des cannelboulas. Des cannelboulas. Elle m'a apporté des cannelboulas, Faustine, et je peux vous dire que ça donne envie d'aller là-bas. Merci. Alors, Faustine, elle habite en Laponie, ok. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut que j'aille la voir en Laponie pour découvrir ce magnifique pays et que malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et là, miraculeusement, Faustine est en France et donc on a saisi l'occasion pour que tu puisses venir ici enregistrer à l'ancienne dans mon appart, puisque nous sommes dimanche et que le studio est fermé. Et donc, ça ne nous a pas arrêtés. On s'est dit, tant pis, on ne passe pas à côté des occasions comme ça. Faustine, Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais te demander de te présenter, du coup, s'il te plaît. Me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Oh, je l'ai entendu un bon nombre de fois. Et bien, cette fois, Ouais. c'est pour toi. Je m'appelle Faustine, j'ai 32 ans. J'habite actuellement en Laponie suédoise. Je gère un lodge, un business touristique avec ma famille, donc avec mon mari, mon beau-frère et ma sœur. On accueille des touristes et on leur propose des activités depuis 3 ans et on vit là-bas depuis 5 ans. Donc moi, je suis plus particulièrement chargée de la communication sur les réseaux sociaux et des premiers échanges avec les clients jusqu'à leur arrivée au lodge. Ça va des échanges de mails pour des informations, au contrat, etc. Et alors, comment s'appelle cet endroit féerique ? Le Blueberry Lodge. Le Blueberry Lodge. Parce qu'on est en veine myrtille l'été, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Oh là là. Est-ce que déjà ce nom-là ne fait pas rêver ? Est-ce que déjà Blueberry Lodge, tu voyages pas ? Bah bien sûr que si.
Vous êtes trop fort. Ok, et donc ta famille est composée de... Parce qu'on reviendra évidemment sur le Blueberry Lodge, Oui. mais ta famille, raconte-moi. Ma famille, elle est composée de mon amoureux, de mon mari, Emeric, avec qui je partage ma Tout. vie depuis tout. Avec qui je partage ma vie depuis, ça va faire 17 ans, bientôt, dans quelques mois. De notre petit garçon Isaac, qui a 5 ans et demi. De notre petite fille, qui est encore un bébé, mais oui. Billy, qui va fêter ses 1 an tout bientôt. Et puis, au sens plus large, j'allais oublier, mes loulous, mes petits chiens, parce qu'eux, ils sont importants. J'allais en parler. Ouais, ils font partie intégrante, totalement. Donc, notre premier, il s'appelait Faiko. Après, on a Yanka, Nanou, Kushai, Wanja, Twix, Poppy. Maintenant, on en a 6. 6 chiens de race. Des huskies de Sibérie. Voilà, Ouais, des huskies qui sont rentrés dans notre vie très tôt et on est tombé amoureux de cette race, en fait. D'accord. Et puis, au sens plus large, de ma famille, de mes sœurs, de mes parents, même si mon papa est plus là aujourd'hui, mais de ma belle famille, de mes beaux-frères, de mes neveux, de mes nièces. On est très famille. Puisque toi, donc, tu as 2 sœurs, vous êtes une fratrie de 3 sœurs. Toi, t'es la Moi, je suis la dernière. numéro 3. C'est ça. Il faut dire que ta sœur, une de tes sœurs et ton beau-frère, vous ont Ils font suivi. partie de, voilà, on a vraiment eu ce projet ensemble et on a acheté la propriété ensemble et on a monté le lodge ensemble. C'est ça. Chacun a une corde à son arc et puis on se complète les uns les autres. Alors, elle s'appelle comment ta sœur ? Ma sœur, elle s'appelle Florine. Florine, c'est l'aînée ou c'est celle du milieu ? C'est la deuxième, celle du milieu. Celle du milieu, Florine. Son mari, Benjamin. Et ils ont des enfants, Oui. Florine et Benjamin ? Esther et Sandro. Donc, vous êtes beaucoup, tous les 6. On vit à 10 mètres les uns des autres actuellement. Donc, vous vivez, vous aussi, en meute, On peut dire. Exactement, comme les huskies. Comme les huskies. C'est ça. Comment as-tu rencontré Emeric ? Il y a 17 ans ? Bientôt 17 ans. Bientôt 17 ans. Ouais. Donc, en France, à l'époque. Ah oui. Hein ? Ah bah oui, en France, ouais. Toi, t'es né où ? Moi, je suis née en Touraine. Tu l'as rencontré là-bas ? Ouais, je l'ai rencontré au lycée. Moi, j'étais en seconde Ouais. et lui, il était en terminale. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Et alors, quand est-ce que tu l'as pécho ? Il m'a invité à une fête et puis là, on s'est mis ensemble à cette fête-là. On s'est embrassés. Et puis après, on s'est jamais quittés. J'ai senti tout de suite que c'était lui et que ce serait personne d'autre. Enfin, ouais, tout de suite. C'est magnifique. En plus, Emeric, il est arrivé à un moment de ma vie où je pense que ça a été décisif dans notre relation parce que ça faisait 9 mois qu'on était ensemble et mon papa est décédé. Ah oui, il est parti à ce moment-là, ton papa. Ouais. Ah oui, très jeune. Ouais. On s'est rencontrés en mai Ouais, et mon papa est décédé en janvier. d'accord. Brutalement ? Ouais, d'une rupture d'anévrisme dans son sommeil. Et Emeric était là en plus. Ce matin-là, ce jour-là, où ma vie, elle a basculé, quoi. Où tu rentres dans une vie d'adulte, en fait, direct, tu prends une claque de maturité énorme, quoi. Putain. Donc, ouais. C'était un matin comme les autres ? Comme les autres, ouais. En plus, on avait fait un beau week-end en famille. On avait fêté l'anniversaire de ma maman. Mon papa avait raccompagné ma grande sœur Florine du milieu à la gare parce qu'elle faisait ses études à Nantes. Je me souviens de la veille, il se marrait devant taxi, Ouais. mon père, et puis il s'est pas réveillé, quoi. Donc, Putain. ouais. Donc effectivement, ça, c'est un tournant dans une Complet. vie Ouais. et dans une famille, évidemment. Donc là, tout d'un coup, la famille est bouleversée. Ouais. Ta mère se retrouve Ma démunie, maman, désemparée. Ma maman, c'est bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais comment elle va faire maman ? Ils étaient tellement fusionnels. Mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Ils étaient beaucoup tous les deux. Et du coup, je me suis dit, mais comment elle va faire maman ? Et je me souviens que ça tourne en boucle comme ça dans ma tête avant même de penser à moi, à mon deuil à moi, en fait. Et donc là, comment ça s'est passé les jours et les mois, les années qui ont suivi ? Vous avez fait bloc autour de votre maman ? Ouais. Ouais, ils se forment comme une cellule, là, tous ensemble. Je me souviens de mon beau-frère ramener des paquets de chocolat, de bonbons. C'est flou, hein, aussi, ces moments-là, parce que Bien c'est sûr. tellement violent, je pense que ton cerveau, il te protège un peu. Et non, ouais, on fait bloc, et puis Emeric, il se montre hyper soutenant, quoi. Je me souviens parce qu'en fait, moi, 10 jours après, était prévu un voyage scolaire en Angleterre. Et moi, je voulais pas y aller. Et ma maman, elle a insisté, elle m'a dit, mais si, vas-y, tu verras, ça va te faire du bien et tout ça. Et à la fois, ça m'a fait vachement de bien.
Mais ça m'a mis une claque énorme, parce que quand je suis revenue au bus et que c'était pas mon père qui m'attendait, bah, c'était hyper violent pour moi. Et ça, Aymeric, il m'appelait tous les jours en Angleterre, il m'a attendu avec une lettre. Dans la lettre, il me disait qu'il était allé voir mon papa pour lui dire qu'il veillait sur moi, pour lui dire qu'il veillait sur ma mère et mes sœurs. Ouais. Oui, donc très vite, très tôt, Aymeric, il a eu une place centrale dans ta famille. Ouais. De relais, en fait, un peu, parce que c'est comme si il avait adopté la place que j'avais besoin à ce moment-là en ayant perdu mon papa. Parce que je me souviens d'une fois, alors moi ça me fait marrer, ma mère aussi quand je le raconte, il me dépose au lycée et il me siffle. Mon père me sifflait des fois pour m'appeler, donc déjà je me retourne, je reviens, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me regarde, il baisse la vitre, il me fait t'as piscine cet après-midi ? Je dis bah oui. Et t'as un jeton pour le casier ? Non. Bah tiens. Il me donne 1 euro. C'est comme si... Il pensait à tout. Ouais, il pensait à tout, ouais. Ouais, et puis arrive quelques mois plus tard, Faïko, notre premier chien. Comme pour... Moi, je pense que j'en avais énormément besoin pour aller mieux. Je sais pas pourquoi. Moi, les animaux, ça a toujours été mon refuge. Et puis Faïko, il se peut que je sois émue en parlant de Faïko. C'est vrai ? Ouais. Genre, en fait, un jour, je suis dans le salon et je dis à Aymeric, ça dirait pas qu'on a un chien ? Et je le vois déjà en train de regarder les annonces de husky. Parce que lui, c'était une évidence qu'on aurait un husky. Moi, il y avait des races que j'aimais bien, mais lui, c'était vraiment le husky. C'était le chien qui le faisait rêver depuis petit. Okay. Les chiens de traîneau, tout ça et tout. Pourquoi ? Jack London, les expéditions... Enfin, le chien des neiges. Il était fasciné par le ça. husky, ouais. Et donc, vous trouvez Faïko, c'est quoi ? Il est bébé ? C'est un bébé husky ? Il a 2 mois et demi. Voilà, on va le rencontrer. Il est à 1h30, 2 heures de route de chez nous. Et du coup, il est tout petit encore. Hein, il n'est pas encore sevré. Mais j'ai tout de suite un coup de cœur. C'est le seul qui a les 2 yeux bleus. Et je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ce chien. Mais c'est dur d'en parler. Pourquoi c'est si dur d'en parler ? Parce qu'il a changé ma vie. Mais donc, c'est des larmes de joie ? De gratitude de l'avoir eu dans ma vie. Parce qu'il est parti maintenant, Mais oui. Ouais, j'ai une partie de mon âme qui est partie avec lui, quoi. Ah ouais, vraiment, tu dirais ça ? Il a tout vécu avec nous, en fait. Mais oui, c'est ça. On est devenus adultes avec lui, on a emménagé avec lui. On a vécu 1 an au Canada en voyage avec lui et sa chérie, donc qui est arrivée après. On est devenus parents avec lui, on a déménagé en Laponie avec lui. C'est fou. On a tout vécu avec lui en fait. Ouais. Qu'est-ce que son arrivée dans votre vie a changé alors par la suite ? Il a ramené de la vie en fait, tout simplement, de l'amour, de la vie, de la joie. Dans le foyer, plus particulièrement le mien, chez ma maman. Mais oui, parce que du coup, il habitait avec toi, chez ta maman. Ta maman qui venait de perdre son mari, toi qui venais de perdre ton papa. Ouais. Tout d'un coup, ce chien... ramène de la vie, quoi. Qu'il y a quoi de plus vivant et de innocent qu'un chiot, quoi. Puis la responsabilité d'un animal... d'aller se promener tous les jours, parce qu'il faut savoir, mes sœurs se foutent de moi des fois, mais elle dit, chacun sa priorité. Faustine, elle manquera jamais une balade un jour, tu vois, je promène les chiens, mais tous les jours. Et ça a été dès le début avec Aymeric, on a eu ce truc c'est tous les jours, quoi. Et ça, dès le début, vous avez partagé cette responsabilité du chien avec Aymeric. Oui, totalement. C'était notre premier bébé, Faïko. Hein. Ça a été vraiment notre premier bébé. Et donc, ça a confirmé, j'imagine, ton envie de construire une famille avec Aymeric. Ouais. On a commencé à parler d'un 2e chien quand Faïko il avait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et Aymeric m'a dit non, mais dès qu'on est chez nous, on prend une petite femelle et tout. Et dès qu'on est arrivé, Yanka est arrivé très vite dans la maison. Ouais. Oui, donc vous vouliez agrandir la famille 2 poilus. ouais, très vite. Ouais. Et est-ce qu'en parallèle, vous parliez d'enfants ou c'était pas du tout pas le encore. sujet ? Oui, on savait qu'on allait avoir des enfants un jour, mais c'était pas le sujet. On voulait profiter un petit peu tous les 2, tous les 4, voyager, parce que très vite aussi, on s'est dit qu'à la fin de nos études, on voyagerait. Ouais. Avant d'avoir Faïko, ça devait être Hawaï. Ok. Mais après, c'était le Canada, du coup.
Donc quand je te dis qu'il a changé notre vie, c'est qu'il a changé notre vie. Parce que grâce à lui, on est parti au Canada. On a voulu découvrir le Grand Nord. Et... Comme si vous vouliez découvrir ses origines. Bah ouais, le pays du chien de traîneau aussi. Et on a passé l'hiver avec un musher, donc un conducteur de chien de traîneau. Et en fait, on a passé l'hiver avec lui, avec nos 2 chiens. On a voyagé avec nos 2 chiens. Et puis, on est tombé en amour, en fait, du Grand Nord à ce moment-là. Parce qu'on a rencontré, notamment, dans les Rocheuses, des gens qui géraient un lodge. Et c'est là qu'on s'est dit, putain, c'est ouf, ça, comme métier. C'est top. Parce que t'as genre 1000 métiers en un, quoi. Tu te lèves, tu fais la bouffe pour les clients. Après, tu vas couper ton bois. Tu fais ton chalet. Tu t'occupes des extérieurs. Tu prépares une activité. C'est top, quoi. Puis t'es beaucoup dehors. Mais à la fois, tu pètes à l'intérieur, tu as ce côté un peu solitaire, mais relation client aussi. Donc on s'est dit, c'est stylé, quoi. Et je pense que c'est resté dans un coin de notre tête à ce moment-là, ouais. Ça, c'était votre premier contact, finalement, avec l'activité que vous avez aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. C'était une année incroyable. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais alors, quand vous revenez de cette année de voyage au Canada, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Parce que vous avez chacun un petit boulot en France. On a passé nos études, on a nos diplômes. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et Aymeric, lui, il a son diplôme d'école de commerce. Et du coup, on se dit qu'on va retrouver des tafs directs. Mais je sais pas, on a envie d'ailleurs, on a envie de plus d'aventures dans notre vie. Et il se passe plusieurs mois où on retrouve cette routine, mais voilà. Et un jour, je sais pas pourquoi, dans la voiture, Aymeric me dit, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais d'où vient ce projet ? Je me rappelle juste qu'on revient de chez ses parents un dimanche, il me dit, mais pourquoi on ferait pas un lodge en Laponie ? Et voilà. Ah, mais c'est venu de nulle part. Ben ouais. Enfin, de nulle part. Mais non, entre-temps... de ce que vous aviez vu au Canada. Mais pourquoi la Laponie ? Entre-temps, ma sœur, Florine, qui est en Laponie avec nous, et mon beau-frère, avaient fait un petit road trip plus court de 3 mois en Laponie suédoise, finlandaise, norvégienne. Ah. Et eux, ils étaient tombés aussi en amour pour le Grand Nord. Donc c'est pour ça qu'on se dit, pourquoi on ferait pas un truc tous ensemble, en famille, en Laponie ? Mais toi, tu n'avais jamais mis les pieds en Laponie ? Jamais. Tout va bien. Et donc, comment ça s'est passé ? Vous avez commencé à vous poser sur ce projet un peu fou ? Ouais, on a commencé à... Parce qu'au début, on n'a pas retrouvé une location directe avec Aymeric, donc on était chez ma maman. Et puis, je me souviens de petites réunions sur le lit de ma chambre avec mon beau-frère, ma sœur, lui, moi, à se dire ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, à poser direct, en fait, nos limites, où on a envie d'être par rapport aux trucs touristiques et tout ça. Voilà, à poser un peu les bases de ce projet, en fait, dans notre chambre d'enfant, quoi. Et après, il fallait que toi, tu y ailles quand même, que tu vois l'endroit, avant de te dire, OK, je pars habiter là-bas. Je n'y suis jamais allée jusqu'au jour où on y allait pour acheter la propriété. Non, mais je ferai très confiance à mon mari, je pense, et puis je suis un peu folle aussi. Mais j'y suis jamais... Mon mari, Aymeric et mon beau-frère, ils sont allés en mars, avant qu'on achète. Ils ont fait un road trip comme ça en Suède. Ça s'est vite imposé, la Suède, parce que c'est un pays qui nous parlait plus au niveau de... des gens, de la culture, aussi des politiques familiales, tout ça et tout. Ça reste l'Europe, l'Union européenne, donc c'est plus facile aussi. Et du coup, ils ont fait ce road trip en Suède pour essayer de repérer des petits endroits où, des villes un peu clés, on va dire, quelques-unes, pour les recherches, en fait, après des propriétés. Et oui. Et ensuite, on a recherché pendant 1 an et demi, je crois. On était au taquet sur le site d'annonces immobilières suédoises. Et un jour est tombée une propriété. Et puis c'était dur parce que les agents immobiliers répondaient pas forcément quand c'était de l'anglais. Et on est tombé sur l'agent immobilier qui avait fait quelques études en France, je crois, enfin dans le monde de l'hôtellerie, et du coup qui a été sensible à notre mail. Et du coup, on a vu cette propriété le mercredi. On l'a contacté direct. On a pris nos billets d'avion. Le vendredi, on y était. Le samedi, on voyait l'agent sur place et on faisait une offre. Parce qu'on est arrivé, on a fait « Ok, c'est là. C'est sûr, c'est là. » Ouais. Il nous fallait un lieu où tu fasses « Waouh » quand t'arrives, en fait. Et c'était ça. Il y avait tout qui était réuni, quoi. C'était quoi vos critères ? Géographiquement, c'était déjà que ça soit pas trop loin d'un aéroport, maximum 2 heures. Donc là, on est à 1h15. Que ça soit pas trop loin, d'une école pour nos enfants. Donc là, nos enfants, ils peuvent aller à l'école jusqu'à 16 ans à 15 minutes en voiture.
supermarché, au petit hôpital aussi, en gros l'équivalent d'un médecin traitant, pareil à 15 minutes. Et que tu aies du relief un petit peu. Donc nous, on a la chance, même si l'endroit où on est en Laponie, c'est quand même assez plat. Nous, on a du relief, on a une très belle colline derrière. Dans les environs où on est, on a quand même des petites collines, des petites montagnes, c'est très joli. Et un point d'eau. Et du coup, nous, on a la chance d'avoir le lodge qui est un petit peu surélevé sur un lac. Et c'est magnifique, avec la colline derrière. Et du coup, on est arrivé là, on a fait « Non mais c'est là, c'est sûr !» Dans votre vie perso, vous en étiez où en parallèle de ces recherches de lodge en Laponie, votre vie de famille? Eh ben, notre vie vous de étiez famille... mariés déjà? Alors, Emmerich m'a fait sa demande en novembre 2017 et on s'est mariés en septembre 2018. D'accord. On a acheté la propriété à l'été 2018, on s'est mariés juste derrière. Ouais. En même temps, on a acheté aussi une maison, parce qu'on fait toujours très simple, nous. En même temps, on a aussi acheté une grange totalement à rénover en France, parce qu'on voulait investir avant de partir dans une maison. Et du coup, on a acheté une très vieille grange qu'on a totalement fait réhabiliter et qu'on a laissée en fait en Airbnb quand on partait. Donc tout ça, on l'a fait tout en même temps en fait. On s'est mariés, on a acheté la maison, on a commencé les travaux. Et puis ma sœur en parallèle aussi, mariage, travaux. Eux, ils avaient eu leur fille en 2017, juillet 2017. Et en parallèle de tout ça, de tous ces projets qui sont quand même prenants et qui prennent beaucoup d'énergie et de place dans vos vies, vous parliez bébé ? Ouais. Nous, on savait qu'on voulait... moi, tout de suite, quand on a parlé de la Laponie, j'ai dit à Emmerich, par contre, je te le dis, notre premier enfant, je veux qu'il naisse en France. Je veux être entourée... Je veux profiter de ma famille à ce moment-là, je veux qu'on soit en France. Déjà, même médicalement, ça me rassurait d'être suivie en France, de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle, de pouvoir tout ça, ça me rassurait vachement. Donc ça, je lui avais dit. Donc on savait qu'après le mariage, potentiellement, voilà, on lancerait le bébé, le projet bébé. Donc le bébé s'insérerait entre... Voilà, entre chaque truc. Alors écoute, bouge pas, on se marie. On trouve la baraque, on fait un gosse... En parallèle, le temps que il se sera écoulé 1 an et demi. Et l'idée, c'était de partir avec bébé sous le bras, quoi. C'est ça, ouais, c'était ça l'idée. Et en fait, l'idée s'est réalisée. C'est exactement ce qui s'est passé à quelques mois près. Ouais, il y a eu un petit... Ouais. On a lancé... En fait, on s'est mariés en septembre 2018. Et du coup, je suis tombée enceinte en janvier. Et j'ai fait une fausse couche. Mais moi, ça a été traumatique pour moi, ça aussi. Très, très traumatisant. De m'en remettre, ça a été très, très dur. Parce que j'avais déjà investi, en fait. C'était mon bébé. Sûr. Et ça s'est passé fin février, ouais. Et là, vous aviez déjà acheté la maison ? On avait déjà acheté la maison et les travaux... on a signé chez le notaire et les travaux ont commencé en avril 2019. D'accord. Fin mars 2019, même. Donc, en fait, les travaux de la grange, de votre maison en France, se sont enchaînés avec ta fausse couche. C'est ça. Ok. Ouais. Et la Laponie, vous n'y étiez pas encore. Hein, c'était dans un temps 2. Laponie. D'abord, s'exercer, se faire la main. C'est ça. Avec une grange à réaménager. Voilà. Ok. Donc, comment ça se passe pour toi ? Tu te dis quoi ? Que tu as envie de relancer tout de suite derrière Tout de suite, ça nous soude tous les deux. Et le projet bébé, on s'est dit non, mais on veut de la vie. Voilà. Et du coup, je suis tombée enceinte début juin. J'ai touché mon ventre, j'ai dit t'es revenue. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'est venu tout de suite. La vie était revenue. Mais c'est peut-être plus ça, la vie était revenue. Et du coup, j'étais toute seule à la maison et Emmerich était à la grange en train de piqueter le mur de la grange pour rendre les pierres apparentes et tout. Et je me dis, je vais aller lui dire. Mais avant, je vais me promener avec mes chiens. Et je sais pas, j'ai ce petit temps où je le sais que moi, où j'ai peur de l'annoncer parce que ça devient réalité et du coup, il peut potentiellement se reproduire la même chose. Et du coup, je lui annonce de façon très formelle. Je lui tends le test et je lui dis, tiens. Et là, il me dit, t'es enceinte ? Je dis, oui. C'est cool, chérie. Il me dit juste ça, quoi. Ok. Et voilà. Oui. Il y avait moins d'effusion. De toute façon, ça te... Voilà. Enfin, ça t'enlève tout le côté féerique et tout va bien se passer, hein, clairement. Hein, voilà. Bien sûr.
Donc, c'était reparti, mais avec le stress que ça s'arrête. Forcément, Oui. vous étiez encore Oui. traumatisé de ce qui s'était passé très Ouais. peu de temps auparavant. Et alors, écho du premier trimestre, Ouais. et là, Tout va très bien. tout va très Et bien. là, je me détends. Enfin. Enfin. Parce que j'ai fait des petits allers-retours pour écouter le battement du cœur, pour tout ça. J'étais très stressée. Ok, donc là, c'était parti. On était quoi, en septembre 2019, C'est ça. octobre 2019. C'est ça. Qu'est-ce que tu avais prévu, toi, pour ton accouchement ? T'étais inscrite dans quel établissement ? Tu imaginais quel accouchement, quelle naissance ? On avait choisi une petite maternité dans la forêt de Chinon. Ouais, dans la forêt. Ouais, C'était important, qui ça ? est dans la forêt. Elle se situe dans la forêt, mais c'est que moi, je savais que cette maternité, elle faisait les bains magiques. Donc, c'est les bains vraiment pour les nourrissons. Oui, hein. tout C'est petit, pas pour la maman. À hein. quelques jours. Ouais, à quelques jours. Et Et je ça, savais que certaines sages-femmes étaient formées. Il y en avait 2 dans le service. Mmh. Et que c'était une maternité amie des bébés. Donc, où il y a une salle nature. Ouais. Que j'avais en tête aussi. Ouais. J'avais rédigé un projet de naissance où je disais que voilà, on voulait une naissance le plus naturelle possible, que si jamais il fallait avoir recours à la péridurale, à une césarienne ou quoi que ce soit pour ma santé, celle du bébé, j'étais OK, mais que dans l'idée, voilà. Idéalement, un petit accouchement physio en C'est salle ça. nature. C'était bien. C'était bien. Voilà. Et alors ? Et alors J'adore, parce que c'est toujours entre la théorie Ouais. et la réalité. Il y avait un delta de combien, là ? Un gros. Un Parce gros. que non, mais en vrai, ça s'est bien passé, hein, mais c'est surtout le contexte qui était très drôle, parce que pendant des semaines, on a plaisanté sur le fait que ça arrive à une certaine date où Emric était à l'enterrement de vie de garçon de mon beau-frère, et c'est arrivé là, évidemment. Oh mon Dieu. Donc je passe la soirée avec ma mère et mes sœurs. J'étais à 1 semaine de mon terme. Je vais me coucher, je mets un petit texto à Emric pour lui dire « C'est bon chérie, tu peux boire, ce n'est pas pour ce soir. » Parce que l'idée, c'était qu'ils dorment sur place ou qu'ils te rejoignent ? Non, qu'ils dorment là-bas. Ils avaient loué un truc, ils Oui. passaient le week-end, quoi. Donc Emric n'avait pas bu de la journée, parce qu'au cas où, Mhm. Mais Pas de là, la tu soirée. lui donnais le feu vert. à 23h30, je lui dis « C'est pas pour ce soir, tu peux boire. » Et à 1h du matin, je suis réveillée en sursaut par une pression dans mon ventre. Je me lève et j'atteins les toilettes de peu et je perds les os, en fait. Voilà. Et en fait, 2 heures après le texto qui dit « Vas-y chérie, tu peux lâcher. » Ok. voilà. Et là, tu te dis quoi ? Je crois que je suis toute seule sur la toilette, je fais « Merde !» Je crois que je dis « Merde » en plus. Et merde. Ouais. Et puis je me dis merde, faut que je le rappelle. Et donc du coup d'abord j'appelle la mat, je leur dis et tout. Elle me disait madame, faut venir là. Et donc j'appelle Emric qui décroche Dans quel difficilement état ? et qui me dit oui. Je dis oui chérie, c'est moi, j'ai perdu les os, faut que tu rentres. Et là il raccroche. Je fais ma gueule. Le gars est dans le déni. Je Non, rappelle. je ne veux pas de cette information. Désolée, C'est trop ça. Donc je rappelle. je ne suis pas prêt. Au revoir. Veuillez rappeler plus tard. C'est exactement ça. À demain. Voilà, on verra demain. Décalons. Serre les cuisses, Décalons. ça va aller. Et donc, du coup, je rappelle. Et je dis, non, mais je rigole pas et tout. Et en fait, il me dit, oui, non, mais ça a raccroché et tout. Je Oui. dis, ok. Emric et le compère arrivent, mon beau-frère, de mon autre sœur, qui pue l'alcool. C'est horrible. On part. Et là, les contractions, elles se rapprochent un peu dans la voiture. J'appelle la maternité et en plus j'avais expliqué à la sage-femme, mais mon mari a un enterrement de vie de garçon, donc il arrive. Donc en plus c'est une toute petite maternité, j'étais la seule à arriver cette nuit-là. Ouais. J'étais la seule à accoucher d'ailleurs. Et elle m'attend dans le hall, elle me dit ah oui c'est vous, ton mari est un EVG. Je fais oui c'est moi. Déjà ça commence bien. Et puis du coup il m'installe en chambre et voilà. Dans cette fameuse salle nature ? Non. En Non. chambre d'abord, Ouais. dans l'idée de descendre Ah oui. en salle nature après. Donc Ok. elle me dit très vite que je suis à 3 cm, je crois, donc qui me garde, et qu'on va voir comment évolue le travail, et que je descendrai en salle nature voilà, un petit peu plus tard
Ok. Et il se passe jusqu'à 7 heures où je suis sous la douche. Je vois pas le temps passer. Je suis sous la douche. C'est le seul truc qui me soulage, c'est l'eau. Ouais. Emric est un peu dans le mal. Parce qu'il a pas dormi de la journée. Cuve, Ouais. C'est que surtout le manque de sommeil. Il peut être vite migraineux s'il manque de sommeil. Et du coup, il est sur le fauteuil. Et dès qu'il essaye de m'aider, je veux pas du tout. Voilà. Donc je lui dis finalement que je veux la péridurale. La sage-femme me dit mais vous êtes sûre et tout, mais je l'envoie chier vraiment parce que j'ai des contractions sur des contractions et j'arrive même plus à respirer en fait. Là là. Et parce que j'ai percé la poche des os et que du coup c'est tout de suite plus violent. Ouais, je pense. Bien sûr. Et en fait quand on me pose la péridurale, je suis à 7 ou 8. Ah oui, donc t'as Donc quand je même suis bien pas tenu. si loin que ça, mais en fait, j'en peux plus. Ouais. Je me souviens de mon reflet dans l'ascenseur, dans le miroir. Je me reconnais même pas tellement je suis dans la douleur. Et tout de suite, il me pose la péri et Isaac arrive. Ça ralentit bien le travail parce qu'il arrive à 14h passées. Ah ouais. Ouais, je pense que la péri ralentit complètement le travail. Te soulage, mais ralentit le travail, Voilà. forcément. Voilà. Et alors la rencontre? Magique. Ouais, on pleure tous les deux. Ouais. C'est trop beau. Donc là, on est en mars 2020. Ouais. Comment les chiens ont-ils réagi à l'arrivée de ce petit être humain dans leur maison? On a filmé, c'était trop mignon. On arrive à la maison et eux, on les a laissés dans la buanderie. Donc là, vous aviez toujours que 2 chiens. Hein. Pas du tout, non. on en a 4. Ah là, il y en avait 4. À ce moment-là, on en a 4 parce que Yanka, notre femelle, elle a eu ses bébés. Ok. Et du coup, ils nous attendent à la maison. Et on arrive, on pose le cosy sur la table du salon et on ouvre la porte et on les laisse venir, quoi. Et c'est trop mignon. Ils viennent tous sentir et puis chacun a sa personnalité bien à lui, donc je sais exactement en fait comment ils vont tous réagir et c'est trop drôle, quoi. C'est trop mignon. Tu savais comment chacun allait se comporter? Ouais. C'est-à-dire, raconte les 4 là. Faïko, il vient direct le sentir et puis après il se met un peu en retrait et gêné. Il est vite gêné avec son regard là, de poisson, là, avec ses yeux bleus, là, il me fait trop rire. Et puis, il vient me voir moi, surtout, il vient me sentir, il vient voir. Yanka, elle veut que le lécher. Elle se rapproche de lui vraiment pour le lécher et tout. Très maternelle. Ouais. Et tu laisses faire ça? Je laisse pas lécher le visage, non, je les recule un petit peu, il est trop petit et tout, mais je les laisse sentir les pieds, renifler les pieds, lécher les petits pieds et tout, et du coup, les 2 autres, pareil, il y en a un qui pose sa tête sur lui, l'autre qui est hyper curieux, c'est trop mignon, c'est trop mignon. T'as vraiment l'impression que tu leur présentes un membre de la famille. Complètement. Donc là, on est en mars 2020, et l'idée, c'est donc de partir... en Laponie, quelques mois plus tard, 6 mois, l'été qui suit. Mais du coup, on repousse à cause du Covid parce qu'on ne peut pas partir parce qu'il y a un 2e confinement, je crois, un truc comme ça en juin. Et du coup, on repousse. Comment on fait concrètement, notamment financièrement, pour tout quitter, pour s'installer en Laponie comme ça? Ça se prévoit déjà... la propriété, on l'a acheté à 4, on l'a acheté cash avec les économies qu'on avait à ce moment-là. Ah ouais. Et puis après, comme on l'a acheté 2 ans avant de partir, ça nous a permis aussi de continuer à économiser avant de partir et de savoir qu'on allait vivre quelques mois sans salaire, sans revenu. Et entre-temps, de réfléchir à trouver un emploi là-bas parce qu'on savait qu'on n'allait pas ouvrir le lodge tout de suite, quoi. Et oui, c'est ça. Il y avait quand même un temps entre l'arrivée sur place. Oui. Et puis les travaux, ça coûte toujours et plus le cher business. que ce que tu as prévu aussi. Donc c'est pareil, Bien ça tombe vite, quoi. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêt pour le grand départ en Laponie, il y a déjà un lodge qui est construit ou pas du tout? Non, il n'y a rien. Il y a nos maisons, d'habitation et des garages. Mais c'est pas des maisons d'habitation, en plus c'est des stugas. Donc les stugas en Suède, c'est des maisons d'été. Les Suédois, ils partent le week-end pour chasser, l'été pour pêcher ou se retrouver en famille. Et tu n'as pas d'eau à l'année. Souvent, c'est un tuyau qui court sur le terrain. D'accord. Et du coup, les gens n'y viennent que l'été. C'est pareil, c'est pas isolé pour vivre à moins 30. Enfin voilà. Donc nous, on a acheté ça. Donc c'est pour ça qu'on est passé un peu pour des fous. Parce qu'en plus de sur cette partie-là du lac, on est les seuls à vivre à l'année. Donc du coup, on a dû faire des travaux énormes pour enterrer tous les réseaux d'eau à 3 mètres sous terre, parce que sinon ça gèle. Bien sûr. Réisoler les maisons, faire des petits travaux pour affronter les moins 30, les moins 40 qui allaient arriver. Et donc à un moment, il a fallu dire au revoir à tout le monde, mettre votre magnifique maison rénovée en location, dire au revoir à votre maman, à votre autre sœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? T'es convaincue que
que c'est que le Grand Nord t'appelle, que c'est une expérience à vivre. C'est dur. Moi, je pense que je me suis mis des œillères jusqu'à être dans l'avion, en fait. Parce que je me souviens de ma sœur à côté de moi qui me dit bon alors t'es heureuse et tout, et je lui dis bah je sais pas, et je lui dis je sais pas si je pourrais vivre loin de maman et de Flavie comme ça toute ma vie. Et je me souviens que les garçons viennent nous chercher et que je suis sur le dernier siège à l'arrière du van et que je pleure en fait sur l'allée vers la maison. Parce que je me rends compte en fait que c'est vrai. Ma sœur en fait ce travail-là elle l'a fait les mois précédents en France et ça a été très dur à ce moment-là. Et moi ça je le déclenche quand on arrive. Sur place. Ouais. Bah toi t'étais en plein postpartum. Ouais, il y a eu trop de choses d'un coup. Ça s'est trop enchaîné. Du coup on arrive. Et bon, il se passe les premières semaines, c'est plein de nouvelles choses. Donc bon, je suis dans le truc, je suis avec mon bébé. Mais très vite, je me sens pas bien. Je me sens pas bien et je me souviens du moment où vraiment je sombre. Je suis devant mon fils au goûter, dans la maison. Et je me mets à pleurer devant lui. Et je lui dis, c'est pas de ta faute. Et là, ça fait combien de temps que vous étiez arrivés? Très peu de temps. Ça fait 2 mois. Ah, 2 mois. De quitter notre famille et notre vie, en fait. Ça m'a mis mal. D'un coup, j'ai réalisé, en fait, tout. Ouais. Tout. Et puis, que mon bébé, il allait grandir aussi pas dans la même culture que moi. En fait, je voyais le verre à moitié vide, quoi, au lieu de le voir à moitié plein. C'était trop dur pour moi de voir le futur à ce moment-là. J'arrivais pas du tout. Et alors, tu as réussi à en parler avec Emeric? J'en parle beaucoup avec ma meilleure amie. Ouais. J'en parle beaucoup avec ma grande sœur en France. J'en parle moins avec Emeric, avec ma sœur sur place, parce que je veux pas plomber l'ambiance. Bah ouais. Ouais. Ça se comprend. Ouais. Eux, ils sont dans une euphorie de rêves qui se réalisent. Ouais. Ils sont dans l'action aussi. Ouais. Vous êtes un peu dans 2 temporalités différentes. Toi, tu viens d'être mère. T'es déjà toi-même dans un moment, dans un virage de vie, puisque tu deviens mère. Moi, je pense que j'ai quitté... En fait, je me suis retrouvée, entre guillemets, seule à un moment où j'aurais eu besoin de mon village et d'être entourée. Et en fait, je me suis retrouvée loin de la plus grande partie de ma famille, loin de mon pays, loin de ma culture, loin de ma maison. Donc ça a fait trop, en fait, pour moi. Donc, tu as quand même réussi à en parler à des proches, donc ta meilleure amie et ta sœur restées en France. Oui. Ça te fait du bien? Ça me fait du bien de leur en parler, mais je sens que je reste... que j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Que j'arrive pas à m'en sortir et que je suis en train de sombrer, même si j'en parle. Et jusqu'à un moment où vraiment j'ai des idées noires, où je suis vraiment très très mal, où j'arrive plus à me lever le matin, où je reste toutes les après-midi avec mon bébé à dormir avec lui, à la sieste, à l'allaiter et à rester dans le noir avec lui. Là, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de Bliss, beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée. Puis à un jour, je parle avec ma grande sœur et elle contacte Emeric et elle lui dit que j'ai des propos qu'elle n'a jamais entendus et qu'il faudrait faire quelque chose parce que je suis vraiment pas bien. Qu'elle me reconnaît pas dans certaines choses où je suis plus du tout sûre. Voilà. Et donc là, je contacte une psy que je connais bien, qui a été ma prof. Donc en France, à Tours. Ouais. Et qui suit ma grande sœur depuis la naissance de mon neveu prématuré. Donc qui a eu besoin de parler de cette naissance et qui connaît en gros un peu notre famille aussi. Et que je contacte, elle me donne un rendez-vous dès le lendemain à distance et je vais commencer un travail avec elle. Mais je mets pas mal de mois c'est dur, c'est très dur. Moi, je vois ce qu'on a laissé et j'arrive pas à voir l'avenir parce que même financièrement, je veux dire, quand nous, avec Emeric, on a toujours été bien financièrement. On n'a jamais... on est rentré vite dans la vie active et puis lui, il a vite eu des jobs où il gagnait très bien sa vie. Donc du coup, on n'a jamais été à regarder nos comptes, à avoir peur, à être là. Nous, on en était rendu à un moment où je savais pas si on allait pouvoir faire les courses. C'était dur, quoi, financièrement. Et heureusement, on avait notre famille pour nous aider à ce moment-là.
Mais ouais, je veux dire, quand j'ai trouvé un petit job dans un restaurant, la première chose que je me suis dit, c'est « Oh putain, je vais pouvoir aller faire les courses, ça va être cool, tu vois ». Mais est-ce que cette période de vache maigre, entre guillemets, était prévue au programme ? Non, pas autant. Pas autant. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu du retard dans les travaux. Les c'est travaux ça. Vous n'avez pas ouvert les lodges pas du tout. Ah non, les lodges, ils se sont ouverts 3 ans après. 3 ans après. Oui. Donc, c'était quoi le plan ? C'était de trouver un boulot le plan, c'était temporaire ? 1 an de travaux avec les économies. Et après, monter le lodge. Sauf que du coup, les économies ont fondu. Que moi, du coup, j'ai trouvé un boulot à l'été qui a suivi. Dans un petit restaurant. Emric a trouvé un boulot à l'hôtel qui était dans la ville à côté, donc en tant que guide pour les activités et tout. Et a suivi derrière mon beau-frère aussi, direct 1 semaine après, il s'est fait embaucher avec Emric. Entre-temps, j'ai retravaillé aussi dans un autre restaurant, mais il s'est passé 3 ans quand même. Ouais, 3 ans à devoir faire des boulots alimentaires en attendant d'ouvrir votre affaire. Qui nous ont aidés à nous familiariser avec le monde du tourisme aussi en Laponie. C'est sûr. En fait, avec le recul, moi, je suis vraiment... je dis toujours, tout se fait pour une raison. Mais nous, on en est la preuve vivante. Parce que clairement, si on n'avait pas eu ce recul-là, ce temps-là, je sais pas, moi, on n'aurait pas trouvé ces partenaires-là pour faire le lodge. Il y aurait plein de choses qui ne seraient pas passées. Le temps a fait qu'on a construit notre projet autrement et plus à notre image, en fait. Certes, mais bon, on entend et on comprend que ça n'a pas été évident non plus à encaisser ces retards et ces changements de programme, quoi. Tout n'a pas été ultra fluide comme c'était prévu. Non, pas du tout. Mais pourtant, t'as tenu, quoi. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, on arrête tout, on rentre en France ? Mais plein de fois. Plein de fois, je l'ai dit à Emric. Il m'a dit, écoute, on n'a pas tout sacrifié pour s'arrêter là. Il m'a dit, je te demande juste on se donne 1 an encore. Et il me rassurait, il me disait, mais de toute façon... moi, je veux que ton bonheur. Donc, si on n'est pas heureux ici, on rentrera. On rentrera. Il me disait toujours, il n'y a rien qui est définitif. On n'est pas là. Et encore aujourd'hui, moi, je suis très heureuse dans ma vie. Mais à chaque fois, on déconne. On dit, ça se trouve, dans 10 ans, on sera au Brésil avec un club de plongée, tu vois. Enfin, il n'y a rien qui est définitif. Oui. Donc, moi, ça y est, maintenant, je l'ai intégré. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était la fin de ma vie. Tu vois, j'étais partie dans le Nord avec mon bébé. J'étais toute seule. Enfin, vraiment, je voyais tout en noir, quoi. Mais après, j'étais dans une dépression postpartum. Je l'ai su après. On a posé les mots. Il y avait plein de choses qui étaient mêlées. Enfin, voilà. Alors, justement, à quel moment t'as vu un peu la lumière au bout du tunnel ? Eh bien, quand j'ai retrouvé un travail. Quand t'as retrouvé un travail. Même si c'était un petit boulot dans un restaurant... Ouais. Le fait d'être reconnue socialement autrement qu'une maman, ça m'a fait beaucoup de bien. De parler, d'aller à l'extérieur, d'avoir des choses à raconter le soir quand je rentrais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Isaac est donc rentré à la crèche là-bas ? Oui. Alors raconte-nous, c'est comment les crèches en Laponie ? Elles sont beaucoup plus nombreuses par rapport au nombre d'enfants, parce que moi, en tant qu'éduc, j'ai travaillé en crèche, donc du coup, je sais. Et donc du coup, il y a 3 niveaux. Les enfants, ils commencent à 1 an. Il n'y a pas de collectivité avant. Et ça va jusqu'à 6 ans. Donc après, t'as nous, c'est les gladiennes, hopettes et aventurettes. Donc c'est les 3 sections de petits, moyens, grands. Et du coup, Isaac est rentré chez les petits. Chez les petits. Voilà. Et puis quand on met son bébé à la crèche, on devient aussi un peu copine avec les mamans. Enfin, il y a une vie qui se crée, quoi. Ouais. Ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien de parler, que ça soit au travail, à la crèche, avec les... Après, le peuple scandinave, on va dire, ils sont plus froids que les latins, forcément, donc il faut un petit peu plus de temps. C'est vraiment dans leur nature, en fait, c'est la culture, donc ils sont pas comme nous à s'inviter à l'apéro, à discuter facilement, ils sont un petit peu plus pudiques. Même avec les enfants. Moi, les maîtresses, à chaque fois, elles sont mortes de rire. Elles me regardent avec des grands sourires quand je retrouve mes enfants parce que je leur fais des énormes bisous. Je suis très démonstrative, en fait. Et ça, c'est vraiment propre, je pense, à notre culture. Mais eux, ils sont un petit peu plus pudiques. Plus pudiques, même avec leurs enfants. C'est fou. Donc là, Isaac, à quel âge quand tu le mets à la crèche ? Il a 16 mois. 16 mois. Donc, si mes calculs sont bons, vous êtes arrivé en Laponie, il avait 6 mois à peu près. Oui. Donc il s'est écoulé 10 mois où tu étais vraiment dans le mal, quoi. Oui. Mais finalement, donc les maisons, ce sont vos maisons, vos habitations.
sont devenus beaucoup plus confortables et vivables. Oui. Et surtout, les lodges sont sortis de terre. Ouais, Enfin, le premier lodge. Ouais, les 2 premiers, du coup, on sait qu'on va pouvoir commencer le business à l'hiver d'après. On l'apprend à l'automne 2022, qu'on pourra ouvrir le lodge à l'automne 2023. D'accord. On apprend ça, 2 ans après être arrivé, qu'on a trouvé une solution avec une banque, avec The Banquier, qui a cru en notre projet et qui a tout fait parce que, en fait, lui, s'il nous aidait pas, on n'aurait jamais pu monter le lodge, quoi. Ouais. C'est le mec, il est venu chez nous, il nous a dit on va faire un truc parce que là, on pouvait pas emprunter, c'était le serpent qui se mordait la queue, quoi. Parce que il voulait pas nous prêter en tant que business parce qu'on n'avait pas de réservation des chalets, mais on n'avait pas de chalet. Donc, oui. c'était compliqué. Il y a Donc, un lui, moment, il nous a beaucoup oui. aidé. Donc, on a su qu'on pourrait ouvrir le lodge à l'hiver 2023. Et donc, ton mari et ton beau-frère Ouais. se mettent à faire les plans de ce premier lodge Ouais, exactement. qui est construit en bois, hein, c'est ça? Oui, Entièrement c'est des chalets en bois. ouais, c'est- Comme les petites constructions pour Exactement. enfants qu'on assemble. Exactement. Et ils s'amusent beaucoup, comme des enfants. Et donc, le Ouais. premier lodge a été designé Ouais, ils l'ont dessiné. On a trouvé le monsieur. Il s'appelle Sven, Ok. comme le renne. Comme le reine Sven de la Reine des Neiges. Oui, vraiment. C'est un monsieur qui a une scierie à 40 km de chez nous, qui normalement construit que des garages et des grilles quotas. C'est des cabanes à feu octogonales, là, typiquement, que tu vois beaucoup en Laponie, avec une place de feu au milieu. Qu'on a contacté et qui nous a dit, en fait, il livrait l'hôtel dans lequel on travaillait, il le livrait en bois pour des planches. Et Emmerich, qui a vraiment la tchatche, quoi, il est venu le voir et fait, mais dis donc, tu ferais pas... Nous, on aimerait bien construire des chalets et tout, tu pourrais venir à la maison et tout, qu'on en parle et tout. Et Sven est venu avec sa femme. Et on a commencé à parler des chalets à ce moment-là. Donc, il a vraiment dessiné les plans. Emmerich, avec Benjamin, ils ont dessiné les plans. Ils les ont proposés à Sven, qui a revu avec eux, etc. Et ça a été que ça, quoi. Et ce monsieur, par exemple, on ne l'aurait pas trouvé sans travail à l'hôtel. C'est que des Mais choses comme oui, ça. bien sûr. Et lui, ça a été le seul aussi qui nous a dit OK pour des toits végétalisés, des toits verts. Parce que tous les artisans nous disent non, on ne sait pas faire, on ne fait pas ça dans la région. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui est parti, qui a voyagé un petit peu, donc qui a une ouverture d'esprit autre, et qui nous a dit oh, bah oui, en Norvège, ils le font, donc on devrait pouvoir le faire. Donc, du coup, nos chalets ont des toits végétalisés. C'est trop beau, quoi. Donc, j'imagine. ouais. Et donc, tu as vu votre premier chalet sortir de terre et prendre vie, prendre forme, quoi. Oui. Ouais. Ça devait être fou quand même. Ouais, c'était fou. Et puis de le partager avec les clients, les gens sur Instagram qui nous suivaient depuis le début. Ah ouais. Parce que Et toi, tu as documenté j'ai tout toute la documenté. construction de ce chalet. Et Emmerich, c'est comme ça aussi qu'on s'est fait un peu plus connaître. Emmerich, il a fait en fait un film de notre première année qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Nouvelle vie en Laponie, où il a documenté, parce qu'il est vidéaste et photographe aussi, c'est sa passion à côté, et du coup, il a documenté toute notre première année, et il en a fait un film. Et voilà, voir l'ouverture du lodge qui arrive, les réservations qui sont ouvertes, c'est fou, quoi, c'est fou. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, ça y est, Je me souviens enfin... faire une story et dire aux gens, on l'a fait, putain, on l'a fait, quoi. On a réussi, on n'a rien lâché, on va ouvrir, et les gens, ils étaient au rendez-vous, quoi. Parce qu'on avait constitué une communauté en ces quelques années-là, qui était vraiment derrière nous, quoi. Et je me souviens d'une des premières, elle se reconnaîtra, qui nous a suivis sur Instagram, c'était nos premiers clients. Oh là Et là. ça, c'est hyper émouvant, quoi, c'est ouf. Et ils ont acheté une maison depuis, de vacances à 20 minutes. Mais non! Ils ont tellement aimé, elle adorait la Laponie, elle n'était jamais allée, elle avait dit si j'y vais un jour, c'est chez vous. Elle a attendu l'ouverture du lodge, ils sont venus pour Noël. Là, tu te dis, c'est ouf, quoi. Et alors, ces premiers clients, donc là... on était tous à les attendre. donc comme des 2023 2023, ouais. 2023, c'était donc il y a Hiver 2023. 2 ans. Ouais. Votre fils Isaac avait donc 3 ans. Toi, ça allait mieux. Oui. Et ce premier chalet, vous l'avez vraiment, j'imagine, Oui, on a le premier chalet décoré, ouais, soigné. sapin de Noël, on était dans le ménage juste avant que les clients arrivent. En plus, un tuyau de douche qui fuit avec qu'ils arrivent, Benjamin en train de tout péter dans la douche. Ah, on était là, putain, ils arrivent dans 24 heures. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait encore une fois parce que je pense qu'on est une équipe et on a une famille surtout.
Donc là, tout d'un coup, il y a des rentrées d'argent. Oui. Et ça se remplit, le calendrier se Ça remplit. se remplit bien, ouais. Ça se remplit bien. Le chalet est vite rempli pour tout l'hiver. De quand à quand, alors c'est... Nous, on est en fait pour tout l'hiver, de début décembre jusqu'à mi-avril. Nous, on rentre mi-avril quand c'est la fin de la saison d'hiver et qu'on rentre en France. Ok. Et après, on rouvre début juin. Voilà, Pour la saison d'été. Pour la saison d'été, ensuite d'automne. Oui, donc c'est un ouvert lieu quasiment qui toute est... l'année. Oui, qui est exploitable toute Oui, l'année. totalement. Et c'est très beau toute l'année. Et c'est très beau toute l'année. Ouais. Et alors, c'était comment de vivre tout ça, toute cette aventure entrepreneuriale géniale, tout en élevant un petit garçon dans ce contexte-là? C'est dingue parce que quand tu prends du recul, tu te dis qu'il a une vie de malade, enfin d'une enfance de fou, quoi. Il rentre de la crèche, il va faire du traîneau avec son père. Après, il va bricoler. Après, on va jouer dans la neige. Et puis il rencontre. Et puis Isaac, si tu le rencontres, il a la tchatche. C'est trop drôle, quoi. Les gens, ils me disent toujours, on peut lui... Oh, il est rigolo, votre petit garçon. Il parle tout le temps. Je dis, oui. Il discute avec les gens. Il est hyper à l'aise parce que je pense qu'il a une ouverture d'esprit due à sa double culture, à tous les gens qu'il rencontre. Voilà. Parce que donc à la crèche, on lui parle suédois. Il parle suédois, Isaac. Donc lui, il est complètement bilingue. Oui. D'accord. Et alors, c'était comment d'arriver avec vos chiens adorés là, de France et de tout d'un coup vivre dans un pays qui leur correspond plus, forcément. À quel moment vous avez fait l'activité chien de traîneau avec eux? Parce qu'ils étaient complètement étrangers à ça. Non, parce qu'en fait, en France, on faisait du mushing, on faisait de l'attelage sur terre déjà. Donc, ils faisaient déjà, ils allaient en trottinette, sur une grosse trottinette, en forêt, etc. On faisait même partie de club et tout. Donc, le mushing, c'est le fait de faire un attelage de chiens. C'est ça. Que ce soit sur terre ou sur neige. D'accord, ok. Et du coup, on a commencé dès le premier hiver. J'ai des vidéos d'Emery qui part en ski avec les 4 attelés. C'est très drôle parce que ça va super vite et que lui, il est en ski derrière. Il a aucun moyen de freiner. Et en fait, il a neigé 40 cm. C'est de la poudreuse. Il dit au pire, si je me vautre, c'est pas grave. Mais ouais, très vite parce qu'Emery avait un traîneau déjà en France quand on allait à la montagne. Donc du coup, très vite, il y a Isaac en porte-bébé qui a 8 mois avec son papa en traîneau, quoi. Oh là là. Puis à ses 2 ans, il a son premier traîneau, Isaac. Et là, je chiale, quoi, en voyant les vidéos parce qu'il fait son premier tour avec Faiko. Dis donc, sur le lac. À chaque fois qu'on parle de Faiko, c'est l'émotion. Donc Faiko était attelé au mini traîneau d'Isaac avec 2 autres. Copain et puis Faiko, quoi. Et je me dis qu'il a fait son premier tour avec lui, c'est trop beau, quoi. Et puis Isaac, il est tout petit, quoi. Il a 2 ans et demi. Mais il est pas tout seul sur le traîneau. Non, en fait, je suis en ski derrière. Enfin, je suis en ski derrière et je tiens un petit peu le traîneau pour l'aider. Donc, il est tout seul sur son traîneau à conduire et moi, je gère un peu la vitesse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les enfants qui viennent au lodge. Mais attends, l'enfant, il a quoi? Il a des rênes? Il a quoi? Non, il a le traîneau dans ses mains. Et les chiens sont attelés. Et lui, c'est juste... Il se tient. Ouais, il tient le traîneau. Mais il ne dirige pas. Si, il peut diriger, mais après, maintenant, il sait, Isaac, dire droite, gauche au chien. Ah, c'est par la voix que tu les diriges? Ouais, J et Ha, c'est gauche et droite. Donc, ils connaissent. T'as des chiens de tête. Donc, nous, on a une chienne vraiment de tête qui connaît les directions. Ah ouais. Voilà, si tu mets son frère à la place, c'est une catastrophe, par exemple. Parce que lui, chaque chien a un rôle. Lui, il est fait pour, par exemple, c'est le chien qui est devant le traîneau. Donc, il va décoller la charge, qui a beaucoup de force et qui tire en toutes circonstances. Notre chienne de tête, c'est une chienne, tu peux être au milieu d'un lac sans aucune voie tracée. Si tu lui dis Ha ou J, elle va aller vers la gauche, elle va trouver le chemin et elle te suit à la voie, en fait. D'accord. Donc, c'est des chiens qui sont capables de t'écouter vraiment, de faire un demi-tour, de tout ça. Mais tous les chiens ne sont pas capables d'être en tête. Mais vos chiens ne connaissaient pas du tout l'environnement. Enfin, quand ils ont été catapultés en Laponie. Coucou. Non. Mais ils ont été entraînés, ils se sont faits à l'environnement. Oui, quoi. Complètement. D'accord. Ouais. Et ils ont été rapidement capables de faire des balades à tout le monde. Enfin, à tout le monde. À vous et à Isaac. Ouais. Et aux enfants, des voyageurs. Oui, c'est ça. Qui venaient. Avec, on prend le petit traîneau d'Isaac et en fait, on trace une boucle en motoneige au préalable sur le lac.
On va tracer la boucle régulièrement au fur et à mesure de la neige qui tombe. Et puis, ils font ce parcours de 2 km. Et en fait, nous, on est attachés avec une longe en fait, à l'arrière du traîneau. Mais on est derrière en ski, on touche à rien. Et c'est l'enfant qui dirige son traîneau. Oh là là. Donc, nous, on gère la vitesse au cas où, quoi. Mais voilà. Quelle expérience de dingue. Ouais, mais moi, c'est mon activité préférée. C'est tellement fou de voir les enfants faire ça. C'est trop cool, quoi. C'est merveilleux. Ouais, ça, c'est trop bien. Et alors, donc là, vous aviez les 2 chalets, le carnet de réservation qui était rempli, Oui. Isaac qui avait bien grandi. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on ferait bien un petit frère ou une petite sœur à notre fils? On ne se l'est pas dit. Pas du tout. Bébé surprise. Bébé surprise. Ouais, bébé surprise. Toi, t'étais pas prête? En fait, on a toujours dit qu'on voulait 3-4 ans d'écart entre nos enfants, qu'on aimait bien cet écart-là et tout. Isaac venait de fêter ses 4 ans. Et donc, je le savais pas, mais j'étais déjà enceinte. Donc, au début, je me dis... moi, au début, c'est un choc. Emric, il est tout de suite très heureux, très positif. Et du coup, jusqu'à la première écho, c'est dur. Le matin de la première écho, je fonds en larmes d'un coup. Parce que ça me remémore la première et du coup c'est un peu dur, mais après ça tout va bien. C'est fou comme ça. Il y a des réminiscences. Ouais. Et puis je tombe enceinte fin février, le moment où j'avais fait ma fausse couche, quoi. Donc ouais. c'est comme si Billy, de toute façon je le dis toujours, c'est une petite fille qui est venue réparer en fait. Qui est venue réparer là où j'avais pu être blessée dans ma maternité. Elle est venue tout adoucir, cette petite fille, vraiment. Et ouais, et puis on veut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Ça, pareil, j'aurais jamais dit que je serais de cette team-là, mais jamais. Mais quand Emric demande, je dis, ah mais non, dans ma tête, je me dis, je veux pas savoir. Et du coup, on sait pas. Et là, cette deuxième grossesse, elle est partie pour se passer, on est d'accord, en Laponie, oui. Intégralement. Totalement. Tu te dis pas, je vais rentrer en France accoucher. Non. Alors, comment ça se passe, une grossesse en Laponie, quand on habite à 15 minutes d'un premier petit village, avec un médecin traitant, mais pas d'hôpital? C'est un petit centre de soins. Ouais. Donc, moi, je suis suivie par la sage-femme dans ce centre de soins. Il y a quand même une sage-femme. Ouais, mais c'est vraiment à l'ancienne, tu vois, c'est l'écoute du cœur du bébé avec un petit ultrason et mesure du ventre avec le mètre, quoi. Eh oui. Après, je vais faire mon écho... Ils font pareil qu'en France, mais il n'y en a qu'une, par exemple. Si tout va bien, il n'y en a qu'une. La plus importante, celle du milieu. Et ah oui, il n'y a pas les 3 échos qu'on a en France. Non. Et la maternité où tu es censée accoucher, elle est où? À 1h20 de route, 1h30. D'accord. Donc, c'est quoi le plan? Le plan, c'est d'avoir une couverture de survie dans la voiture. Je te jure, et d'écouter tous les épisodes d'accouchement inopiné de Bliss. Donc du coup, on me dit quand j'ai les contractions, de pas tarder, quoi, vu qu'il y a la route et tout. Oui. Voilà. Donc tu tombes enceinte fin février, c'est donc un bébé qui est prévu pour novembre. Tu as à nouveau l'envie d'un accouchement physio, comme pour la première fois? Oui. Comment se passe cette grossesse? Ça se passe très bien, même si je suis un petit peu plus fatiguée que pour Isaac, parce que je travaille dans un petit restaurant, donc forcément au niveau du rythme et tout, c'est forcément un peu plus intense. Ah oui, tu continues à bosser dans le resto? Ouais, moi je travaille à côté. Les gars sont à plein temps sur le lodge, mais moi j'ai un job à côté et je gère aussi les réseaux sociaux et tout ça. D'accord, oui, parce que vous pouvez pas vous dégager de salaire. On peut pas se dégager 3 salaires à ce moment-là. Okay. Là, je vais être à 100% sur le lodge, là, maintenant. Et tes journées type, c'est quoi, par exemple, à ce moment-là? Je vais bosser. Au début, je vais bosser même à vélo l'été. Je me fais mes 12 km à vélo, là. Et puis, du coup, souvent, je fais du matin ou du soir. Mais bon, je finis à 21h, quoi, donc c'est assez tard. Et puis après, j'y vais en voiture quand je vois que ça commence à me tirer la journée un peu, quoi. Parce que c'est le nerf sciatique un peu qui me tire avec le poids et d'être debout tout le temps. Et j'ai des contractions de... Braxton, voilà, que je n'avais pas pour Isaac. Ok. Ça m'inquiète un petit peu parce que j'en ai quand même beaucoup à un certain moment. Et du coup, la gynéco, elle décide de m'arrêter. Je crois que j'arrête à 7 mois. Okay. Donc en septembre? En septembre, j'arrête jusqu'à l'accouchement. Ok. Voilà. Et alors, l'accouchement arrive donc un jour de novembre? Ouais. Comment ça se passe? Ma maman doit venir. Ok. Et donc du coup, elle arrive le jeudi et le vendredi soir, je me souviens, je m'installe à table pour manger avec Emric et il me regarde
Et d'un regard, je pense qu'on se comprend. Je lui dis, je hausse juste les épaules en fait. Il me fait, ah bon ? Je fais, ouais, je fais juste ça. Mais on se dit rien d'autre. Et vers minuit, 23h30 minuit, je commence à avoir des contractions qui durent, qui s'installent et puis qui durent un peu. Je vais dans la salle de bain et sur les conseils de ma sœur qui est là-bas avec moi, je prends un space-fond qui m'avait dit, tu verras, si tu prends un space-fond et que ça passe, c'est pas ça. Ça ne passe pas du tout. Du coup, je le réveille à 3h et du coup, on part et aurore boréale toute la route. Des aurores boréales, mais en folie pendant toute la route. Ah là là. On fait des vidéos, on écoute Ben Mazué, on arrive à la maternité, elle nous accueille, classique, tout doucement et tout, elle nous installe. Et c'est très doux, les lumières sont très tamisées. Déjà, le suédois, c'est très doux comme langue, il parle moins fort que nous. Et au début, elle nous dit, je vais vous installer dans une chambre de l'hôtel des patients. Donc, il faut savoir qu'en Suède, c'est des hôtels qui sont rattachés à l'hôpital. Donc, c'est au même endroit. Mhm. Et c'est à quelques minutes de marche, quoi, dans le même hôpital. Et c'est un hôtel où vraiment, tu as un étage qui est dédié aux mamans, à la maternité. Et une des chambres est un bureau de sage-femme. Donc, du coup, chaque parent est dans une chambre, mais comme si tu étais dans une chambre d'hôtel, avec ton lit, ta salle de bain, ton lit double, enfin, tu as un restaurant en bas et tout. Mais c'est génial. Le rêve. C'est le Mais rêve. attends, je comprends pas. Du coup, c'est des chambres pour attendre. C'est Des chambres de pré-travail. De pré-travail et de post-accouchement aussi, quand tout va bien. C'est les deux. Et en fait, elle veut nous mettre dedans parce que je suis à 3 et que du coup, elle dit ça peut encore durer. Donc, si vous voulez, on peut vous installer. Comme ça, vous pouvez vous retrouver tous les deux, vous faire des câlins pour favoriser l'ocytocine, bien etc. sûr. Ils sont très comme ça, hein, vraiment. Si ça peut être naturel et tout ça, ils sont... En plus, j'avais fait un projet de naissance où je disais que je voulais que ça soit... le plus naturel possible. Et donc l'hôtel des patients. Voilà, ils appellent des ça patientes. les hôtels des patients, non, parce qu'il y a d'autres étages où c'est destiné à d'autres services. En fait. Oui, d'accord. C'est pas que pour la maternité. Voilà, il y a un étage, c'est que pour la maternité. Mais quelle idée de génie. Et quand tu habites loin, tu peux y aller aussi avant. Et en fait, c'est gratuit pour la maman, même les repas et tout est pris en charge. Et en fait, je crois que c'est 30 € pour le papa avec le petit déjeuner et la nuit. Et c'est quoi comme genre d'établissement ? C'est cosy ? Ah oui, c'est comme un B&B, tu vois, c'est propre, non, c'est hyper confortable, c'est comme un hôtel, c'est vraiment un hôtel. Sauf que dans la salle de bain, t'as des grosses serviettes de suite de couches, des couches, enfin, t'as tout ce qu'il faut pour les bébés et les mamans, quoi. D'accord. Et en gros, si t'as besoin d'une sage-femme, tu peux l'appeler, sinon ils te laissent tranquille. T'as le petit berceau pour le bébé, t'as tout ce qu'il faut. Oh là là. Et tu descends en ils bas, ont t'as tout compris. Mais moi, j'adore. Ouais. Et donc, il y a un resto en bas. Et un bureau de sage-femme. Oui. Mais j'ai même filmé et tout quand on était dans le resto. Et le bureau de sage-femme, il est au même étage que la chambre, en fait. Il y a plein de chambres. Et parmi ces chambres-là, il y a une chambre qui est transformée juste pour la sage-femme et pour un médecin. Parce que pareil, on n'a pas retourné dans l'aile de l'hôpital. Quand on fait l'examen avant la sortie, on est dans une des chambres comme ça qui a été transformée en petit cabinet médical avec le pédiatre et tout. Oh là là. Donc en fait, tu nais dans un environnement vraiment hospitalier que pour la naissance. C'est ça. Avant et après, tu es dans ton hôtel des patients. Oui, exactement. Ah mon Dieu. C'est génial. C'est trop bien. Ok, donc tu es... donc là, ils nous proposent vous faites le check-in à l'hôtel des patients. On n'a pas le temps de faire le check-in, en fait. Parce qu'elle revient vers nous, elle nous dit, je suis désolée, en fait, c'est le week-end et il n'y a pas de sage-femme de garde pour cette nuit. C'est une sage-femme du service hospitalier qui est de garde, mais il n'y a pas de sage-femme là-bas. Donc, du coup, je ne peux pas vous check-in là-bas. Donc, je dis oui et tout. Mais bon, finalement, il s'avérera que c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu, puisque juste après ça, elle sort de la chambre. Et là, il y a une contraction, mais qui me terrasse. Et du coup, là, je commence à penser à de l'antidouleur. Je commence à envisager la péri. Tellement j'ai mal, là. Ah ouais. Mais vraiment. C'est la contraction qui te et puis qui me fait me dire... transperce. Ouais. Je regarde Emmerich, je fais là, celle-là, ça va pas être possible. Si j'en ai, parce qu'en fait, j'avais pas percé la poche des os. Comme j'avais pas rompu les os et que je les avais rompus pour Isaac, je me dis, je ne vais pas attendre comme ça des heures, ce n'est pas possible en fait. Et la sage-femme revient, elle me dit, on a différentes choses. Après, on peut commencer par un paracétamol, si vous voulez. Et je dis...
Ouais, mais dans ma tête, je me dis, mais ton Doliprane, il va rien faire du tout, en fait. Oui. Je le prends, quand même. Mmh. Et à un moment donné, une autre contraction revient, horrible. Et une autre sage-femme revient avec un petit peu plus de bouteille, je pense. Elle voit mon visage et je crois qu'elle a vu sur mon visage que ça allait pas durer longtemps. Je pense qu'elles savent décrypter les femmes en travail. Et du coup, elle me dit, vous savez, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et est-ce que vous voulez un bain ? Et elle a changé mon accouchement, je pense, parce que je dis, ah oui, je veux bien. Donc, il m'emmène jusqu'à la salle de relaxation, qui est normalement une salle de relaxation, de bain et tout. Donc, c'est une pièce assez étroite. Il y a la baignoire, la grande baignoire au bout. C'est un ciel étoilé, très sombre, avec des petites bougies électriques, mais des petites bougies partout. C'est très cocooning. Et je m'installe dans la baignoire. Aymeric me tient la main. Il se tient à côté et tout sur une chaise. Et très vite, au bout de 5-10 minutes, je lui dis que j'ai envie de pousser. Ah ouais, Et dans l'eau. Et qu'il faut qu'il rappelle la sage-femme. Donc la sage-femme revient, elle regarde, elle me dit bah, c'est normal, vous êtes à 10. Donc en fait, il s'est passé, je crois, 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça, entre mon arrivée et au moment où elle me dit ça dans le bain. Mais je me souviens d'un calme, en fait, d'une sérénité, même dans ses yeux, tu vois, la façon de me dire, elle me dit donc je vais vérifier vos constantes, je vais regarder comment va le bébé, comment vous allez-vous, et si tout va bien, vous pouvez choisir soit de rester dans le bain pour accoucher, soit de retourner en chambre. Donc moi j'étais vraiment dans la douleur là, des dernières contractions, en fait je le savais pas, hein, et du coup je lui dis non je bouge pas, je veux rester là parce que je sentais que j'allais accoucher dans le couloir sinon. Et donc tu vois, elle check tout ça, elle ramène le chariot mais tout doucement, tu vois, le chariot avec tous les trucs pour les premiers soins, tout ça, mais ça se fait dans un calme suédois. Tu vois, Suédois. Très doux et tout. Et du coup Billy elle arrive, je pense même pas une demi-heure après. Elle me dit, elle me touche et tout, elle me dit, vous savez, je vois ses yeux tout illuminés et tout, elle me dit, je pense même qu'elle va naître dans sa poche, parce que vous n'avez pas rompu la poche des os, et je vois sa tête arriver, elle est toujours dans sa poche. Oh là là. Et ça s'appelle les bébés coiffés. Les bébés Sergei Uba, en suédois. Sergei Uba. Uba, okay. le capuchon de la chance, ça veut dire. Ah, parce que du coup, c'est gage porte-bonheur de... pour la vie, ouais. C'est des bébés porte-bonheur, ils disent, et en français aussi, ça a cette réputation-là. D'accord. Et du coup, effectivement, je sens le cercle de feu. Et là, j'ai en tête vraiment quand les douleurs arrivent, qu'elles sont très intenses. Je me rappelle des mamans qui racontaient ça dans tes podcasts et qui parlaient du cercle de feu. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que je me suis dit, ça veut dire que c'est la fin, Faustine. Accroche-toi, ça veut dire que c'est la fin, quoi. Et Aymeric me dit, c'est ton rêve, chérie, c'est ton rêve d'accoucher dans l'eau. T'y es presque et tout, lâche rien. Et en effet, elle arrive dans sa poche. La sage-femme, elle ouvre la poche. Elle la passe de l'eau à l'eau et sur moi. Et le bliss total. Incroyable. Cette expérience, elle montre vraiment à quel point l'environnement dans lequel on t'a plongé. Totalement. Plongé même physiquement dans ce bain chaud avec ce ciel étoilé. Totalement. T'as pu mettre de la musique ou non, c'était dans le silence ? Il y avait une petite musique. D'accord. Douce. Un peu comme si t'étais dans un spa ? Ouais, ça faisait ça, ouais. Ouais. Ça faisait ambiance spa. Ça faisait ambiance spa, tranquille, posé. Non, mais quel environnement magique, merveilleux pour mettre au monde son enfant. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à redescendre. Et parce que je pense qu'aussi ton corps, moi en fait je l'ai senti après, du coup avec ce deuxième couchement, j'ai compris la différence avec une péridurale, même si j'avais vécu un premier accouchement super. En fait là, le fait que ce soit des hormones naturelles et que ton corps ait de balance de l'ocytocine comme ça, mais j'avais l'impression d'être droguée, d'être complètement... mais dans une euphorie de bonheur. Mais quand tu dis bliss, c'est vraiment ça, quoi. C'était... Et puis, on en a même oublié de demander si c'était un garçon ou une fille, quoi. Ah, mais oui. On savait pas. Et puis, elle était sur moi. Et puis, à un moment, on se regarde. Et je regarde Aymeric. Je dis, putain, on sait même pas si c'est un garçon ou une fille. Et du coup, je le dis à la sage-femme, elle me dit, regardez. Et on n'osait pas regarder. Et Aymeric, il me disait, non, toi. Je disais, mais toi, regarde. Et puis, en fait, elle nous paraissait toute petite. On regarde, et là, une fille, en plus, tu vois. J'aurais été hyper heureuse d'avoir un petit garçon, parce que j'adore la relation avec un petit garçon. Mais en plus, une petite fille. Et je vais pouvoir l'appeler Billy, alors que j'adore ce prénom. Enfin, c'était... Ouais, c'était incroyable. Ouais. C'était, oui, vraiment, là, on te sent au firmament du bonheur. Ouais, fou.
Et alors, Billy, elle est donc née coiffée. Est-ce que tu l'as vue sortir dans sa poche des os? Oui, je l'ai aperçue sortir dans sa poche des os, pas bien, mais je l'ai vue et j'ai vu le mouvement de la sage-femme qui ouvre sa poche. Et ça, c'est... En fait, quand on était dans la chambre, parce qu'elles étaient super fières, les sages-femmes, elles m'ont remercié. Moi, je les ai remerciées. Elles m'ont dit, mais on commence tellement bien la journée. En plus, elle venait de prendre son service. C'était au petit matin, tu sais, le bébé qui arrive, puis t'as le lever de soleil, le jour qui se lève avec le gel. Ouais, c'est des moments magiques, quoi. Et Oui, parce que même pour les sages-femmes, c'est rare, les bébés nés coiffés. C'est un bébé sur 80 000, elles m'ont dit après. D'accord. Donc c'est rare, hein, quand même. Redis comment elles disent. Sergueï Ouba. Et alors, une fois que Billy était sur toi, là, combien de temps vous êtes restés dans cette salle On a dû rester un quart magique? d'heure. Un quart d'heure Un petit quart d'heure, 10 minutes, je pense. Ils n'ont pas coupé le cordon tout de suite. Okay. C'est pareil. Ils ont laissé quelques minutes. Ils ont proposé à Emmerich. Donc, Emmerich a coupé le cordon. Et puis après, ils l'ont vraiment laissé sur moi. Ils m'ont aidé à sortir du bain. Ils l'ont emballé contre moi. Je ne me suis pas rhabillée. Ils m'ont mis une serviette. Enfin, ils m'ont juste couverte et tout. Je suis allée dans un fauteuil. Ils m'ont ramenée dans la chambre qui était à quelques mètres. Et là, ils m'ont dit, on vous laisse. On viendra dans 2h30 à peu près. Ils nous ont amené à un chariot avec des 2 verres de champagne avec du pétillant de pommes dedans et des smörgås, c'est des petits pains sandwich suédois vraiment typiques, enfin un encas, du thé, du café, avec un petit drapeau suédois, félicitations et tout ça. Oh, mais c'est tellement mignon. C'est très mignon, avec une rose. Oh là là. C'était trop mignon. Et du coup, au bout de 2 heures, ils sont revenus, ils m'ont dit, vous pouvez aller prendre une douche, voir si tout va bien. C'était juste à côté. Donc, je me suis levée, je suis allée prendre une douche, je me suis pimpée, je me suis lavé les cheveux, tout ça. Tu sais, se ressentir bien, quoi, propre, tout ça et tout. Et puis, du coup, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis Billy en peau à peau sur papa, en attendant que je me préparais. Et puis après, ils nous ont transférés dans la chambre, voilà, tranquillement. Dans la chambre Dans la chambre du coup d'hôpital, en attendant qu'on puisse aller à l'hôtel des patients. Alors raconte. Et voilà, t'arrives dans une chambre d'hôtel avec ton petit bébé, dans le landau et tout, et ouais, t'es comme à l'hôtel, quoi, t'es trop bien, tu descends quand t'as envie au resto, en plus c'est un restaurant, c'est à volonté et tout ça, donc t'as gros buffet de petit-déj le matin, tu prends ce que tu... Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça, c'est partout en Suède ? Ouais, il y a des hôtels du patient, ouais, partout. C'est genre, c'est leur façon... c'est le système, ouais. C'est le système. Ouais, c'est le système. Il n'y a pas de chambre... Enfin, il y a des chambres dans la maternité, mais la plupart du temps, c'est dans un bâtiment à part. Ma sœur, par exemple, qui a accouché par césarienne en Suède, elle a été dans l'hôtel des patients avant. Ouais. Et après, elle a été dans une chambre comme moi, j'ai été les 2 premières nuits, dans l'hôpital, à la suite, suite de couche. Ok. Voilà. Et donc, vous êtes rentrés quelques jours après dans votre tanière, c'est ça, où la famille nous attendait. Où tout le monde vous attendait. Ouais. Ils étaient venus nous voir quand même dès l'après-midi. Isaac avait rencontré sa petite sœur. Billy est né à 7h30 et ils sont arrivés en début d'après-midi. Oh là là. Voilà, ouais. Donc ça, c'était il y a même pas un an. Il y a même pas un an, ouais. Il y a même pas un an. Et donc Billy est une vraie petite Suédoise, un vrai bébé du Nord, né sur place et qui grandit sur place. Oui. Comment s'est passée sa première année de vie là ? Quelle différence tu as pu noter entre ton postpartum en France et celui là que tu viens de vivre en Laponie ? Une année hyper douce. Parce qu'il faut savoir qu'en Suède, tu as 480 jours de congés parentaux. 480 jours ? Ouais. Où tu es rémunéré à 80% de ton salaire. Et on ne parle pas de congés maternité, on parle bien de congés parentaux. Donc, ce qui fait que les parents, en fait, ils se répartissent les jours entre eux et tu n'as pas non plus à te soucier de l'aspect financier puisque tu es rémunéré. Donc, ça t'enlève une charge énorme, en fait, et tu peux profiter de ton bébé. C'est trop agréable. Mon Dieu, mais ils ont tout compris. Hein. En termes de politique familiale, de vie de famille, c'est le pays de rêve, quoi. Enfin, pour nous, c'est le pays de rêve. Parce qu'ajouté à ça, tu as 120 jours de congés enfants malades par an et par enfant, jusqu'à 12 ans.
Et t'es même pas obligé de justifier. Tu vas sur le site de la caisse maladie suédoise, en fait, et tu rentres que ton enfant est malade et que tu restes à la maison. Donc, effectivement, un postpartum beaucoup plus tranquille, serein. Ouais. Et puis entourée aussi, parce que ma maman, elle était là et j'avais pas pu le vivre pour Isaac. Au bout de 2 semaines, voilà, on avait été confinés, alors que là, elle a été avec moi pendant 1 mois et demi, quoi. Elle est restée... Ma mère, c'est sa 2e maison chez nous, en fait. Maintenant qu'elle est à la retraite, là, elle repart avec moi mardi, en fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et elle reste jusqu'à début décembre, elle revient en février, enfin... Ouais. Génial. C'est trop bien, franchement. Et donc, ta petite Billy, ça fait 1 an que elle ne connaît que le froid. Enfin. Alors, elle a vécu tout son premier hiver, ouais. Parce que quand on est en novembre, tout de suite, elle a été emmitouflée. Oui, tout de suite. Moi, de toute façon, il fallait que je sorte. Enfin, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de sortir. Et du coup, elle a fait sa première balade dehors. Elle devait avoir 5 jours de vie, dans sa petite combi en laine, tout emmitouflée. Puis petit à petit, en fait, c'est bien parce qu'elle est arrivée avant les grands froids. Elle est même sortie à moins 37 degrés. Ah ouais. Bon, complètement cachée, tu ne la voyais pas. On ne l'a pas laissée dehors. On est allé dehors avec elle, on s'est baladé et tout ça. Elle était cachée au chaud dans sa poussette. Et quand on est rentré, on l'a pris avec nous. On ne l'a pas laissé sans surveillance, bien sûr. Mais par contre, toutes ses siestes, elle les a fait dehors. Ensuite, le reste de l'hiver, même à moins 25, sans souci. Et alors, comment tu l'équipes ? Il y a un système de couches. Ouais, c'est vraiment le système d'oignon, de couches. Du coup, c'est laine mérinos, combi en laine chaude ou en polaire par-dessus, toutes les extrémités en laine. C'est pareil, c'est des marques vraiment qu'on connaît qui sont très très chaudes. Tu lésines pas du tout sur la qualité. Et puis après, tu as une chancelière en laine et en duvet sur une peau de mouton. Okay. Elle est très bien. C'est pareil, il faut pas qu'elle ait trop chaud non plus. Et oui. Mais elle est très très bien. C'est la laine qui est le plus... C'est respirant. Le mieux au chaud. C'est respirant et c'est thermorégulant la laine. Donc en fait, le bébé ne transpire pas. Ok. Donc c'est la meilleure matière en fait, la laine. Sur la tête, la tête, bonnet en laine. Ouais. Tour de cou ou cagoule en laine mérinos, mais qui dégage le visage. Oui. Tu caches les yeux, tu laisses juste le nez et la bouche en fait. Et après sous la capote, dans la poussette. Donc faut que l'air circule. Ouais. Mais du coup, celui qui arrive, il est un petit peu plus chaud puisqu'il rentre dans l'intérieur de la poussette et du coup, ils ont pas froid du tout, quoi. Comment on se balade ? Tu dis que tu sors tout le temps, que tu fais des balades, mais comment tu te balades avec ton nourrisson, ton tout petit bébé, dans un paysage complètement enneigé, où il n'y a pas de route, en fait. Ouais. Là où vous êtes, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, non. Il y a une piste sur le lac et je mets des skis sur ma poussette. Donc, c'est des petits skis qui se clipsent sur la poussette. Ça se clipse ? Ouais, en fait, ça s'écarte à la largeur des roues dont tu as besoin et ça se clip sur les roues de ta poussette. Maintenant, il y a plusieurs marques qui en font. À l'époque, c'était un papa dans la zone de Grenoble qui avait créé ça pour son enfant. Ça s'appelle Bébé Glisse. Il était de la montagne, il en avait marre de galérer. Il était ingénieur, donc du coup, il a fabriqué des skis pour sa poussette. Et on m'avait offert ça avant la naissance d'Isaac et j'avais trouvé ça génial. Et toi, t'es en quoi ? En raquette ? En ski ? Non, moi je marche sur les pistes. Donc j'ai besoin de ski pour ma poussette, mais pour moi, je peux marcher en bottes normales. En genre moon boots, quoi. Ouais. Et si on a besoin d'aller plus dans des endroits où j'ai besoin de raquettes, elle est en porte-bébé. D'accord. Ouais. Ah ouais, en porte-bébé avec une protection en plus sur le porte-bébé ? Oui. Une espèce de grande capuche. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, tu lui fais faire la sieste depuis qu'elle est née dehors ? Oui. Je crois qu'elle a commencé à ses 1 mois, mais parce qu'avant, je la gardais beaucoup contre moi quand elle dormait et tout ça. Et puis, quand elle a commencé à rallonger ses siestes et tout, et que j'avais besoin de faire des choses, parce que moi, j'avais arrêté de travailler, du coup. Comme je travaillais aussi sur le lodge à ce moment-là, je fais beaucoup les pâtisseries, tout ça et tout. Quand j'avais besoin de temps, du coup, je la mettais en poussette et j'ai vite vu que ça lui convenait complètement, quoi. Et là, aujourd'hui, en France, elle dort dehors. Quand je viens en France, elle est dehors, dans sa poussette, elle dort 2-3 heures comme ça, quoi.
elle est habituée à dormir dehors. Ouais. Mais est-ce que parfois, là-bas, tu la retrouvais avec, je sais pas, du givre, de Non. la neige autour? Non. Non, jamais. Non, elle est toujours les joues un peu rosées, quoi. Ouais. Normal, mais parce que l'enfant est dehors. Mais jamais, non, du givre, non, jamais. Non, ils Non. sont quand même protégés par la Oui, capote oui. de la poussette. Complètement. Ouais. Par Ok. contre, pas de choses posées, pas de tissu posé. Il faut vraiment que l'air circule. Hein. Mais ça se Oui, fait très ça bien. c'est important de le dire parce que peut-être que certains parents ont... Je sais que j'ai fait un réel et certains ont mis en dessous qu'ils voulaient essayer tout ça. En France, on va dire qu'il y a moins de précautions entre guillemets à prendre parce que c'est pas des froids extrêmes comme chez nous. Mais nous, il faut vraiment les bons équipements. En France, il faut une bonne combinaison polaire, de la laine, une bonne grosse chancelière. Tu laisses la capote ouverte, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin, voilà. Oui, Le bébé, il n'est pas à moins 20, quoi. Donc, contrairement à chez vous. voilà. Toi, le maximum? Moins 37 l'hiver dernier, ouais. Moins 37, on a eu moins 42 sur le lac enregistré. Et là, il y a un jeu qui est rigolo à faire, c'est que tu jettes de l'eau bouillante. Tu fais un thermos d'eau bouillante, tu fermes bien ton thermos parce que sinon elle gèle direct. Et du coup, je fais des photos comme ça où je balance l'eau et ça te fait un arc en fait d'eau qui fige dans l'air. Et ça peut se faire qu'à partir de moins 35. Wow. Donc ça, on était allé le faire. Ouais. Une fois, je suis partie en balade avec Isaac. Et c'était au début, il voulait pas mettre ses gants. Il faisait moins 20, quoi. Je lui dis non, j'insiste. Je lui dis tu mets tes gants et tout ça. Et puis il avait sa petite motoneige, une petite motoneige luge. Et j'étais avec mes chiens. Et un de mes chiens le tractait. Et en fait, il a enlevé ses gants quand même. Mais 2-3 minutes, même pas, il a commencé à me dire j'ai froid. Et je remets. Mais en fait, une fois que les mains, elles ont goûté le froid, c'est dur de se réchauffer, quoi. Et là, il commence à pleurer et à vraiment me dire qu'il a très froid. Je lui dis, bah ouais, mais je t'avais dit de pas enlever tes gants et je vois que vraiment il a froid. Donc du coup, je retourne la luge et je dis à mon chien, je l'attelle et je lui dis, tu vas à la maison. Et je lui dis, devant, à la maison. Et je lui dis, Isaac, tu t'accroches bien. Il avait 2 ans ou 2 ans et demi. Et du coup, le chien l'a ramené à la maison. Vraiment. Et moi, en fait, je courais derrière, mais il faisait moins 25 même. Au bout de 2 minutes de cours, j'ai senti que les alvéoles des poumons elles commençaient à galérer un peu. Donc j'ai dit, attends, faut que tu arrives à la maison. Mais ils ont bien été 5-8 minutes devant moi avant que j'arrive à la maison. Il l'avait ramené à la maison. À tel point qu'il avait sauté la barrière de son enclos. Ouais. Et la luge était entre la barrière et lui, il était comme un penaud dans l'enclos attaché à la luge. Et Isaac était rentré à la maison. Et au moins, il a été... Vite ramené. Eh oui. Vite ramené, ouais. Bah parce que les doigts doivent geler très vite, quoi. Ouais. C'est ça, c'est dangereux. Ouais. Oui. Bah après, il a pu enlever ses gants. Après, bah oui, C'est bon. c'était la leçon. C'était acquis. Voilà. Putain, c'est flippant. Hein. Enfin, c'est flippant. C'est normal, mais Ouais. c'est vrai que oui, Ouais. c'est bien d'avoir un chien qui obéit, quoi. Ouais. Bah là, j'aurais mis ses mains sinon sous mes aisselles. Ah Ça ouais. réchauffe très ça vite. réchauffe très vite. Si jamais. Ou sous les pattes des chiens aussi. Donc, ça fait à peine 1 an que vous êtes 4, enfin 4 humains. Oui. Et 6 chiens 8 chiens. Et 6 chiens. 6 chiens. 6 chiens actuellement. Donc 2 enfants, 6 chiens, 3 lodges bientôt. Ouais. On construit aussi une grille quota, les cabanes à feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est les cabanes à feu que Ah tu oui. retrouves en Laponie, vraiment avec une place de feu au milieu. Ouais. Souvent, en moyenne, les grandes, elles font 15 mètres carrés. Mhm. Mais bon, comme nous, on fait jamais comme tout le monde. On a voulu faire une de 31 mètres carrés pour pouvoir accueillir tous nos clients en même temps et organiser des déjeuners nordiques, des soirées à thème, des choses comme Donc ça. tu dors pas là-dedans. On dort pas C'est- dedans, c'est on un partage lieu- des moments de Ouais. convivialité et tout ça. Donc ça, on le construit en même temps. Elle est quasiment finie là. On la Ah, construit en même temps génial. pour cet hiver aussi. Voilà, on verra. Donc ça, c'est les plans futurs. oui. Ouais. Merci infiniment, Faustine, de t'être arrêtée chez moi avant Merci de à repartir toi. vers le Grand Nord. Merci beaucoup. J'embrasse évidemment Émeric, Isaac et Billy. Et puis Attention, tu dois te souvenir. Florine et Benjamin. Oui. Esther et... Ah, j'ai plus le petit garçon. Sandro. Et Sandro, bien Ouais. sûr. Esther et Sandro. Et puis Flavie, la grande sœur. Ouais.
et votre maman que tu vas retrouver là et qui repart avec toi. Qui garde mes bébés. Et puis tous les chiens qui font vraiment tellement partie intégrante de votre famille et qui sont là avec vous en France. Qui sont pas là, je suis venue toute seule avec les enfants. Ah oui, parce qu'Emeric est resté là-bas. Faire les travaux. Faire les travaux, Ils parce sont en que Laponie. faut pas mollir, Faut les pas gars. déconner. On n'est pas là pour enfiler des paires. Exactement. Bon, écoute, j'étais ravie en tout cas que tu t'accordes ce moment rien que pour toi. Merci. Avant la saison des grands froids de l'hiver. La haute saison qui arrive. Le pays du Père Noël t'attend. Il y a une activité Père Noël à un moment ou pas dans votre... Je crois que la féerie, c'est d'aller rencontrer les reines du Père Noël surtout. Ah ouais, ça, vous avez ça d'aller rencontrer une éleveuse de rennes, Samy, et qui partage son histoire avec toi. Tu rencontres les reines et c'est génial. Ah là là. J'adore. Ouais. Ah mais les gens doivent tellement être en transe. Ouais, pour les très enfants, authentique. c'est unique ça. Enfin pour les enfants, pas que. Et les parents, adultes. Et les adultes. Ouais. Bon bah bravo pour tout ça et puis bon voyage, bon retour. Salut Faustine, merci infiniment. Salut. Merci Ciao. beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore tellement à Faustine d'être passée par Paris et de nous avoir fait voyager dans son Grand Nord chéri. J'imagine que maintenant vous rêvez toutes d'aller en Laponie, et je vous confirme, moi aussi. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Claire Sarfati au montage et au mixage, Fanny Tournel au casting, et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement chez moi, dans mon appart, puisqu'on était dimanche et que le studio L'Arrière-Boutique n'était pas ouvert. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne vous abandonne pas, promis, puisqu'on a 2 autres podcasts que vous pouvez aller binger. Hot Stories pour des récits de sexualité sans filtre et Women's Stories, notre petit dernier, avec des histoires incroyables de femmes tellement inspirantes. Pensez aussi à bien nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify et à suivre nos aventures sur notre compte Insta bliss.stories. Allez, je vous fais plein de bisous esquimaux, prenez bien soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.